Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Nous allons recevoir dans un instant M. Elie Chitalou, président de l'association Guadeloupéenne des Amis de l'Aisne. Bonjour. Et bonjour. Avec lui, on va rendre un petit hommage à quelqu'un qui est disparu très récemment. Je peux parler de M. Fred Negrit, qui était le président, le fondateur du CGPLI. Jean-Philippe Courtois aussi sera notre invité. Nous avons aussi Laura Rinaldo, chef de projet de Carrefour, de l'entrepreneuriat qui a commencé depuis quelques semaines. Et puis Jérémy Tabor, président de l'association Connaît Efficience. Merci d'être avec nous. Plus tard, Yann Marraine, Joël Damas et Corinne Dossa seront nos invités. On va terminer vers 14h. Sinon, l'actualité, c'est la ville de Capesterre-de-l'Eau qui s'engage aux côtés de la mutualité pour une mutuelle accessible à tous. C'est un reportage de Lucien Libaud qu'on verra tout à l'heure. Tous les 2 ans, l'exercice militaire aux Caraïbes se réalise en Guadeloupe. Cette année, ce sera au Fort d'Elgrès et à Marie-Galante. Loïs Lenné en parlera. La sécurité civile ouvre ses portes aux professionnels urgentistes. Nicolas Hatchi était sur place. Et puis, 2 derniers sujets. Le préfet a visité les services de l'ADR FIP à Basse-Terre avec Olivier Félix et une modernisation énergétique du patrimoine résidentiel. C'est pour la SIG. Reportage Lucien Libon. Voilà ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Merci encore d'être avec nous. Je vous l'ai dit, on a un hommage à M. Fred Negrit. Fred Negrit qui était quelqu'un de très actif, c'était le fondateur du CGPLI, mais par quoi il a été vice-président de l'Association des Amis de l'Aisne. Il était très actif sur tout ce qui concerne ce que j'appelle la communauté guadindienne, ce terme que j'ai inventé pour la circonstance. Elie Chitalou, vous l'avez bien connu. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la personnalité de Fred Negrit? D'abord, effectivement, c'est un moment de tristesse, de grande solitude pour un certain nombre de personnes, pour tous ceux en tout cas qui ont côtoyé Fred et qui ont commencé à militer avec lui. Ce que je dirais d'abord, Fred a été un travailleur, un gros travailleur dans l'ombre, parce qu'avant qu'il ne soit connu de la sphère publique, il a travaillé en catimini, il n'avait pas d'association, etc., etc. Nous avons incité un groupe de Kanji, ce sont donc les jeunes militants que nous étions dans les années 80. Je veux citer de personnes comme Annick Ragoubert, Jackie-Olivier Mounsami, Lydia Narayana, Eric Narayana, Pierre Apourou, des personnes qui faisaient dans la culture d'origine indienne, de cet héritage indien de la Guadeloupe, et qui pensait déjà à l'époque que la Guadeloupe est un pays multiple et pour faire peuple, effectivement, il s'agit toujours de prendre en considération tous les éléments, tous les maillons que nous avons. Donc, petit à petit, nous sommes venus à échanger avec Fred parce que Fred, il est d'origine indienne, mais l'un des paroliers qui a dit, nous rencontrés au début, il dit, moi, on ne peut pas faire militantisme parce que quand il son nègre, mon Jean Genet, il dit son nègre. Et donc, ce que je le redis une nouvelle fois, nous ne sommes pas nombreux à le dire, hélas, tout ça qui est en Guadeloupe, c'est à Guadeloupéen. Tout ça, nous hérité des ancêtres. Qui ancêtre nègre, qui ancêtre blanc, qui ancêtre indien, qui ancêtre Kalina, c'est à ancêtres à Guadeloupéen, c'est en nous. Donc c'est à nous de promotionner effectivement ces cultures-là, parce qu'il n'y a pas pour d'autres monde qui fait Ibano, il n'y a pas l'État, il n'y a pas pour politique qui fait Ibano, si les associations pas prennent ça en main pour faire. Donc Fred, nous l'avons donc connu particulièrement au début des années 90, l'université a décidé de mettre en place un diplôme universitaire de langue et culture régionale. Et dans tous les 4 mois, ils ont changé effectivement, qu'il y a Guadeloupéen d'origine indienne, ils ont proposé. Effectivement, c'est la banda Géry Létan Seboglaha qui mettent ça en place. Donc, nous prenons part active et les amis de l'EN prennent part active dans diffusion, information, la communication là pour faire mon vini. Et nous groupe là, il était capable de participer à la langue et culture régionale, là, nous étions au moins une trentaine. Des gens qui sont toujours en place aujourd'hui, c'est-à-dire des beaux comme Jacques Sidan Barom, qu'on sait mon cité tout à l'heure là, mais nous l'autre monde, nous une bonne trentaine. Et c'est l'un des meilleurs moments que nous connaissons en Guadeloupe, ou Guadeloupéen d'origine africaine, qui était capable de participer à l'option créole là. Et ça a été dans option langue indienne là, nous tenions des contrées parce que nous étions joindre un amphi pour nous tenir des cours généraux, y compris des cours d'économie, à pas uniquement des Tibétains pour parler de culture, etc. Nous tenions des cours
économie, avec Buffon, avec ces mondes-là, ça. Et donc, c'est là que nous avons attrapé les plus belles discussions. On va parler en cas changeant en particulier, donc Jean-Claude, en nous à Radio Tambour, eh bien, Gérard, en cas dit Jean-Claude, Gérard. Et c'est là que nous faisons les belles discussions. Nous participer effectivement à une idée à construction à pays Guadeloupe à un moment là ça. Et Fred effectivement à un moment là ça nous incitait donc il était qu'à participer à ça. Mais avant nous arriver à la période là ça, nous avons une période où nous rencontrons Fred. Il était je crois vice-président, secrétaire général à la Croix-Rouge à l'époque. Nous commençons effectivement, comme il était déjà intéressé au Indi, parce que plutôt Indiphone Fred, nous commençons à la Croix-Rouge à prendre des cours. C'est lui qui a nos cours là. Il était recevoir des brochures du gouvernement indien, parce qu'il était écrit, il était très prochain du gouvernement indien. On va mettre ça entre guillemets, il était assez pro-indien, Fred. Il était solliciter le gouvernement indien, et notamment l'ambassade, il a envoyé des cours au bail. Donc, il met en place un tombe d'habitants, veille nous participer, nous tenions une dizaine à peu près, nous participer aux formations au-delà de l'alphabétisation, aux cours dispensés par le gouvernement donc de l'Inde en hindi. Alors nous tenions des cours, c'était des cours par correspondance, nous avons recevoir ces livrets-là et nous avons envoyé pour le gouvernement corriger. Et au final, au bout d'un an ou 2 ans de formation, nous tenions un diplôme, en examen à soutien à Trinidad. Et nous avons dit 3 ou 4 personnes qui allaient, moi, pas de machin, parce que l'objectif, moi, pas forcément donner des diplômes, mais c'est faire une alphabétisation pour capable de lire les textes que nous avons fait, parce que moi, plutôt dans les rituels, et donc ces textes-là, ils ont effectivement en écriture des Vanagari. Donc voilà, on a fait ça. Et donc nous jouons Fred à un moment-là, ça, nous fait tous ces bidons-là, ça. Donc c'est ce groupe-là, ça, c'est l'entité-là, qui incitait Fred, effectivement, à venir faire militantisme avec nous, aux Amis de l'Aisne, parce que nous étions fraîchement arrivés aux Amis de l'Aisne, nous étions là en 87 ou 88, on bidait ça. Donc, nous fait, il venir avec nous. Et il fait partie de ça. Les anciens des Amis de l'Aisne qui ont créé les universitaires. Alors, nous fait, en journée de réflexion, à Kanika Goubert en fois, aux abîmes, il était aux abîmes à l'époque. Et à Dambitena, ça, nous avons décidé effectivement que les Amis de l'Aisne doivent mettre en place des cours de langue. Parce que même si c'est des langues qui concernaient le sacré dans les cérémonies, mais nous avons un vocabulaire pour les objets domestiques, les légumes, les bidons comme ça, ça était important qu'on revienne effectivement si ça sur les cours de musique, les bidons comme ça. Mais à l'époque, les Amis de l'Aisne sont une association qui est assez sclérosée, donc ils focalisaient sur un certain nombre d'habitants. Nous avons un certain nombre de cadeaux en place, donc ça nous a créé les aînés qui étaient là. Et pas de moyen proposer grandes affaires, effectivement. Quel que soit ça nous proposé, nous déjà trouvons un frein. Il a dit, ouais, bon, c'est universitaire là, c'est jeune boug là, bon, faut y prendre un temps, faut nous temps faire ça, nous y a fait, mais il faut prendre un temps après. Et donc, Fred, au bout d'un certain moment, il était marre avec ça, il dit, il a fait partie de l'anglais à l'extérieur. Voilà. Et c'est comme ça, l'idée venue. Ouais. Alors, ça, on t'avait dit, donc, mon bas fait, en cas cité et l'équipe à un moment là, ça, c'est par rapport on bitin kavinon bitin, on note bitin kavinon bitin. Et Fred, il n'a pas fait militant, il n'est pas né militant. Pour on pas fait militant, on pas sorti en votre maman militant. Ou pas venir militant parce qu'au croisé en cours des routes, hein? Nous nécessité aussi. Nous nécessité parce que les cultures dites minoritaires ont arrêté des parenthèses. En cas dit ça ouvertement, même si on est toute bonne relation avec les collectivités, avec l'État, etc., à part un bitin qui est officiel. En cas par exemple, le monument du premier jour nous mettait à peu près 25 ans pour faire déplacer de la DAOS au Mémorial Act. Donc, à pas des bitins qui est né, ça pas à machin. Même le 27 mai, à pas un bitin qui était né, parce qu'il y a des temps nous mettez pour nous arriver. On date qu'on le 27 mai. Donc, faut et prendre temps. Donc, nous participer à parcours à Fred. Alors, on pas dit ça pour nous recevoir des honneurs, pas ça, hein, parce que dans chaque fois, tout le monde a trouvé toutes les grandes qualités et qu'il y a effectivement des monde exceptionnels. Même le plus
le pire des êtres humains, et qu'il y aura trouvé toutes les qualités, les mots. Mais Fred, effectivement, son personnage exceptionnel, parce qu'il était une force de travail. Il était capable de travailler tous les jours, Fred était capable de produire tous les jours. Il fait un lobby avancé en Guadeloupe. Au-delà des langues, il participait à des fêtes, à instaurer, à relancer des fêtes indiennes. Celle fête, effectivement, à calendrier là, dans contrat de travail à ces Indiens là, les arrivés, et qui était prévu dans le contrat là, c'est Pongol. C'est qui relançait ça, effectivement, Pongol là. Il relançait un certain nombre de bidons. Il participait. Il animait des colloques. Moi, on participait avec des colloques, nous fait interreligieux, donc à l'université. Il était actif. Alors, ça veut dire également, en voyageant, il également à Trinidad. Moi et Fred, nous partageons même chambre là, en dizaine de jours, même couche là. Nous avons dormi ensemble et même famille là. Nous voyageons en Inde également. Donc, nous avons des liens au-delà. Nous pas de vrai tous les jours, oui. Mais nous avons des relations, effectivement. Voilà. Et Fred, il y a souvent une grande nomination, il faut dire aussi, du gouvernement indien par rapport à tout le travail qu'il a fait là. Oui, alors Fred, effectivement, en tout cas, il était Inde, entre guillemets. Il a été, alors, des personnes, il avait été demandé à l'ambassade de l'Inde de proposer des Guadeloupéens pour ça, parce que nous avons quand même une culture, même si nous pas pro-gouvernement de l'Inde en Guadeloupe, d'une façon générale, mais nous avons un héritage de culture indienne, et culture là, quelle que soit la forme, là, nous sommes ici, là, malgré tout, sans le vouloir, nous allons rester des porte-drapeaux de la culture de l'Inde en Amérique et au XXIe siècle. Ça que les Indiens, même de l'Inde, l'ambassade de l'Inde, fait depuis 40 ans ici, quoi. Bon. Donc, l'ambassade t'a demandé à un moment donné de proposer des noms. Et ni des gens qui sont très influents au niveau de l'ambassade, donc Jacques Gadarcan, il proposait, etc. Et Fred, par rapport à son parcours sur les langues et la promotion des langues, et tout ce qu'il a pu faire autour des langues a été retenu. Alors, c'est un grand prix parce que c'est le 4e grand prix, et c'est certainement le plus grand prix décerné pour les civils, qu'il y a Fred. Donc, il est déplacé en Inde pour recevoir prix là ça. Et nous, au niveau des Amis de l'Inde, nous rendons un hommage, effectivement, en même temps qu'Élisée Ositan, parce qu'il était vice-président Élisée Ositan pendant plus d'une vingtaine d'années aux Amis de l'Inde. Et nous te rendons tous les deux un hommage en avril 2024 à Saint-François. Voilà. Alors, un dernier bulletin, il dit le CGPL, est-ce qu'il peut continuer sans Fred? Alors, en pas membre à CGPL, même si nous avons collaboré sur un certain nombre de bulletins, en cas penser qu'il baille des bases, il montrait qu'il était possible, il traçait tout le parcours, là, il balisait. Ni les gens dans le conseil d'administration à CGPL qui travaillent depuis dans l'année avec Fred, ils peuvent continuer travail là, Fred a engagé là. Forcément qu'il y a un temps de transition. En cas penser que les autorités doivent accompagner dans la démarche là, si ça nécessaire, parce que c'est une avancée considérable. Parce que ça nous pas dit souvent, on voit le témoignage, etc. Mais Fred réussit à faire petit monde passer le bac option langue indienne depuis un certain nombre d'années. Il réussit à rentrer donc les langues indiennes d'abord dans les collèges, après les lycées et puis arriver au bac. Donc c'est parcours exceptionnel effectivement en Guadeloupe. Pour un bouc de gadier, ils sont nègres, mais c'est l'un des. Si nous devons faire un concours et nous chercher un sosia à Gandhi, ouais. C'était un bon sosia à Gandhi. Quand on voit ça, marqué en côté, c'était net qui était plus indien que des Indiens même. Oui, c'était. Alors, c'est Jocelyn Agapin qui publiait ça. Il dit que c'était le plus grand Indien des Indiens de Guadeloupe. Alors, en TV rajoute un petit bitin, Fred commençait à travailler sur l'indianité, entre guillemets, en Guadeloupe. Parce qu'à don mémoire de fin d'études, il fait donc l'EIFIN études. Ils font travailler sur le sacré dans l'hindouisme guadeloupéen. Il fait ça avec Robi Narayana. Il était pu faire une publication parce que son ouvrage intéressant. En palien, il fait en vrai des extraits à certains moments, mais il n'a pas réussi à publier. Mais ça vaut le coup. En TV, citer ça quand même parce que Robi, j'ai parlé de Robi, son compagnon de route à Fred pendant très très longtemps, à début à Fred, dans la culture indienne de Guadeloupe. Dernier moulin, est-ce que les Amis de l'Inde ont un hommage? Oui, ça prévu. L'enterrement l'a prévu qui temps?
Ça prévu, dans le VIA est prévu jeudi soir, demain soir, à Richeval-Moronalo, dans Bob Funebla. Et il y aura incinéré le vendredi. Il y a une grande journée le vendredi avec des rituels hindous parce que Fred c'est un pratiquant hindou. Divina, il était donc le dieu Mahabil, Hanuman, et il tenait des pratiques proches des pratiques effectivement de Trinidad parce qu'il était qu'à fréquenter Trinidad dans l'eau, parce qu'il était une collaboration. Donc voilà le programme là. Mais oui, aux amis de l'Inde, il y avait d'autres associations, nous il tout seul, il y avait d'autres associations, nous qui rendions un hommage au moment donné au niveau des gens de la culture, quoi. Voilà. Merci, Elie, pour toutes ces informations. Merci, ça, tout le monde n'a qu'à penser. Nous passons à autre chose, puisque l'actualité, c'est aussi pour le masterclass qui a été fait. Laura Rinaldo, merci d'être là. Vous êtes chef de projet de Carrefour de l'entrepreneuriat. Comment ça va se mettre en place ces jours-ci, puisque ça a déjà commencé, vous m'avez dit. Qu'est-ce qui va se passer ces jours-ci? Alors, pour cette belle action qui est mise en place avec l'association Conificience, que mon collègue va présenter tantôt, Carrefour de l'entrepreneuriat, quelques mots, on est sur un dispositif de la BPI France qui consiste à détecter, orienter, informer les porteurs de projets par rapport à leur parcours entrepreneurial. Donc, on travaille avec un écosystème assez large d'incubateurs, de couveuses, d'organismes de financement, l'ADI et France Active. Et on propose des ateliers sur des thématiques qui ne sont pas souvent abordées. La cybersécurité, on est sur un enjeu de taille pour nos entreprises, PME, TPE. Alors, un chiffre clé, 80% des PME à l'échelle nationale n'ont pas un plan de préservation. Exactement, de préservation et de prévention contre la cybersécurité. Donc, d'où cette urgence, en fait, de partir sur cette thématique centrale avec l'association Conificience. L'idée aussi est de mettre en avant les acteurs du territoire et aussi l'entreprise Digi Astuce, une entreprise guadeloupéo-canadienne qui va présenter cet atelier. Alors justement, Jérémy Tabor, vous êtes président de l'association Conificience. Alors comment vous allez intervenir dans le cadre de cette manifestation? Alors, Conificience, c'est une association qui a vu le jour en fin 2025 et le but, c'est d'apporter la connaissance, la transmission de connaissances. Et ça passe par plusieurs dispositifs, plusieurs outils, notamment cette conférence qui aura lieu, donc ce Tech Talk. Donc, nous organisons cet événement en partenariat avec le Carrefour de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre en place la connaissance sur la cybersécurité. Et là, on a décidé d'aller vraiment vers le public, les entrepreneurs, les porteurs de projets, puisque nous sommes en partenariat avec le Carrefour de l'entrepreneuriat, et le contenu qui est amené par l'agence Digi Astuce. Donc, comme elle expliquait, franco-canadienne, c'est une Guadeloupéenne, Jennifer Sorail, qui veut bien amener de la connaissance de manière gracieuse pour les citoyens, en fait, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de Conificience intervient en termes de chapeautage de tout ça et de la mise en place avec les différents partenaires pour que ça ait du sens et que le public puisse en ressortir à quelque chose d'intéressant. Cela dit, vous êtes conscient que le hacking aujourd'hui est devenu presque au quotidien. Rares sont les gens qui n'ont pas soit hameçonné, comme on dit, ou avoir du phishing. Alors, j'ai envie de dire, quel conseil on peut donner à des Guadeloupéens qui nous regardent par rapport à ça? Parce que tout le monde n'est pas cyber protégé et le portable est devenu quotidien, mais il a aussi ses difficultés. Exactement. Mais c'est l'une des raisons pour laquelle on a décidé aussi de faire ce type d'atelier, puisque l'idée, c'est d'informer, donc de dire déjà aux gens de s'intéresser à tout ce qui va sécuriser leur accès au numérique, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'ère du numérique, tout le monde se met au numérique, mais se mettre au numérique, c'est aussi se sécuriser. Quand on monte dans une voiture, il faut qu'on pense à mettre sa ceinture de sécurité. Donc l'idée, en fait, c'est d'aller se renseigner, notamment par des événements comme celui que nous mettons en place. C'est aussi ça, l'idée de créer des outils pour ça, de se rapprocher, puisqu'il y a de plus en plus de structures qui proposent ce genre d'activité. L'idée, c'est de vraiment donner cette information, de la vulgariser, puisque les choses peuvent aller très, très vite. Notamment, on a récemment déjà fait 2 Tech Talks précédemment qui étaient vraiment ouverts au grand public. Et on a eu des expériences, des témoignages de personnes, notamment d'autres associations, qui ont vécu, en fait, des cyberattaques, ce genre de choses. Et en échangeant, en fait, tout simplement, et quand ils voient le contenu, ils se rendent compte qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles ils peuvent éviter
éviter en fait tout simplement certains risques en s'informant tout simplement, en allant chercher, en se rapprochant en fait des différentes structures. Et aujourd'hui, on a voulu vraiment le cibler parce qu'on sait qu'en Guadeloupe, on est une terre d'entrepreneurs. Il y a pas mal de personnes qui entreprennent et c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre au jour d'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Justement, Madame Rinaldo, est-ce que les chefs d'entreprise, surtout les TPE, sont conscients de ce danger? Et c'est tout à fait ça l'enjeu. Malheureusement, on investit beaucoup sur le démarrage, sur les business plans, sur les statuts, sur les équipements. L'enjeu de la cybersécurité, on n'y pense pas. Et donc, c'est vraiment un enjeu de taille qui peut coûter cher à une entreprise. Quand une entreprise se fait hacker, le hacker peut avoir accès à des fichiers clients, à des informations sur la trésorerie, sur les chiffres d'affaires. En très peu de mois, une entreprise peut mettre clé sous la porte à cause d'une cyberattaque. Donc l'idée est de vraiment de proposer des outils simples, de sécuriser quelques mots de passe, mais de structurer quelques fichiers et surtout de déléguer aussi des compétences à des experts. Il y en a sur le territoire. Donc voilà, l'idée de cet atelier aussi, c'est de présenter ces opportunités en fait de prévention. Parce que j'ai moi remarqué que beaucoup de chefs d'entreprise et TPE ne sont pas suffisamment informés de ces dangers, c'est-à-dire qu'ils voient le portable, le digital, le numérique comme un avantage dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, mais le côté, la face sombre, comme on dit, dark side, effectivement, c'est vraiment problématique. Et les choses, elles vont vraiment très très vite. On est sur une île. Encore une fois, donc ce côté de l'insularité, des fois on n'y pense pas, on se dit bon, tous ces trucs-là, c'est en Occident, c'est en Europe, bon, ça a dérivé jusqu'à nous. Mais justement, en fait, avec cette dimension de l'Internet et puis du numérique, on peut aller vraiment très très vite pour hacker quelques systèmes. Le premier Tech Talk aura lieu quand et où? Alors, c'est un Tech Talk qui aura lieu le lundi 2 juin à 17h30 à la PESR de Bémao. Ce sera seulement en live ou bien il y aura une version visio? Alors, pour le moment, on fait vraiment en présentiel. Oui. Donc, il faudra s'inscrire. On a un lien sur WizEvent. Donc, vous pourrez aller regarder notamment sur l'Instagram de l'association Conéficience, où cela vous sera expliqué. On a commencé en présentiel et bien entendu, en fonction des besoins, puisque c'est ça aussi le but de Conéficience, en fonction des besoins, on va voir si on remet d'autres en distanciel s'il le faut. Oui. Parce que je pense que c'est très nécessaire. Et globalement, en dehors de cet aspect, le carrefour de l'entrepreneuriat touche d'autres cibles, d'autres sujets? On touche vraiment aussi notre cœur de cible, ce sont les entrepreneurs dans les quartiers prioritaires. Oui. Donc on en a plusieurs sur notre territoire. L'idée est vraiment d'accompagner en fait les entrepreneurs qui veulent s'implanter dans un CQPV ou bien qui sont issus de ces quartiers prioritaires avec des dispositifs aussi facilitant leur insertion et leur développement entrepreneurial. Donc, vous pouvez contacter le Carrefour de l'entrepreneuriat au 06 90 74... Attendez que je le note, parce qu'on va me le demander après. 06 90 74 36 58. 36 58, d'accord. Voilà. Et voilà, il me fera un plaisir de vous répondre, de vous orienter, de délivrer des outils aussi de la BPI qui met en place des outils numériques, justement, permettant de structurer un projet entrepreneurial. On a le Passcrea, par exemple, qui permet gratuitement de construire un business plan étape par étape avec toutes les tâches qui sont déjà préfaites. Et l'idée est juste vraiment de remplir les cases. On a un document préfet qu'on peut soumettre à un organisme financeur. Ce qui est vraiment très important et ce qui pêche aussi dans nos entreprises. Ça veut dire que n'importe quel chef de petite entreprise, de TPE, peut vous contacter. Tout à fait. Pour avoir aussi exactement, pour avoir accès à ces informations et en fonction de son état d'avancement, qu'on puisse aussi l'orienter vers une structure de financement. Nous sommes basés au village Baïséa du Crédit Agricole, qui est un incubateur également. Donc voilà, il y a aussi de belles opportunités pour de l'innovation sur le territoire. Alors, Joëmy, il faut peut-être rappeler la date de la conférence du Tech Talk. Oui, donc le Tech Talk, donc on a dit le lundi 2 juin à 17h30 à la PESR de Bémao. Il faut s'inscrire ou bien on peut venir? Alors, on peut s'inscrire sur le lien WizEvent. Alors, n'hésitez pas, pour avoir le lien WizEvent, vous pouvez nous contacter via WhatsApp, donc au 0590. Alors, je précise, puisqu'on pense que c'est une erreur, mais c'est un WhatsApp avec un numéro fixe. Hein, donc, 0, oui, ça existe. Ça existe? Mais voilà. Donc, dans l'apport de connaissances, Conéficience aussi
t'y informe que voilà, ça existe. On peut faire WhatsApp avec un fixe, oui. Alors 0590. Donc 0590 59 66 68. 2 fois 66, hein? 66 68. 68, Voilà. d'accord. 59 66 68. Et pour que ça fasse WhatsApp, donc pensez bien à mettre l'indicatif, donc plus 590 590. Donc voilà. Donc c'est ça. Et je tenais à préciser que vraiment le contenu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le contenu qui aura lieu ce jour, c'est vraiment un contenu par une professionnelle, vraiment à l'international avec sa boîte franco-canadienne. Et que en fait, ce n'est pas une information à peu près. C'est vraiment une volonté de faire passer cette connaissance de manière gracieuse, mais normalement, c'est des choses pour lesquelles on paye pour pouvoir avoir accès. Donc nous, on a tenu à ce que ça se fasse de manière gratuite et l'agence DigiAstuce a voulu vraiment jouer le jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut venir pour pouvoir avoir cette information. Bon, écoutez, on vous remercie d'avoir porté ces informations très importantes pour le TPE. Rappelle rapidement la date donc des obsèques de... Oui, alors la veillée aura lieu donc demain soir à Morne-à-l'Eau. À Morne-à-l'Eau, oui. À Blanchette-Morne-à-l'Eau, et la présentation du corps et la cérémonie donc hindoue, la cérémonie funéraire sur le même site vendredi en cours de journée de 9h du matin jusqu'à l'incinération va démarrer à partir de 14h selon le programme qui a été diffusé. Alors, je pose quand même la question, est-ce que les veillées hindouistes sont les mêmes que les veillées traditionnelles guadeloupéennes? Sont veillées guadeloupéennes, donc avec des séquences différentes. Je pense qu'il va y avoir certainement d'autres types de musique, mais bon, il y a des séquences qui sont prévues, mais en fait, nous en Guadeloupe, il faut nous respecter Bida Pays-là, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dans nous avons eu, je rappelle une fois de plus, Fred était porteur de cette idée-là également. Le gros des textes qui ont marqué, qui canalisent encore aujourd'hui la vie des Guadeloupéens d'origine indienne, c'est les fameux nadrons. Oui. Et donc on va chercher, bon, pour toutes les séquences de la vie, les extraits nécessaires pour ça. Donc, on va avoir des musiciens qui viendront avec le tapou, etc., etc. Parce que Nyobi est très important dans cette phase-là pour accompagner l'âme. Parce que pour les hindous, avant d'être un corps, nous sommes d'abord une âme. Et cette âme-là va quitter le monde terrestre. Il y a un temps pour y quitter. Il faut faire des rituels appropriés. C'est pour ça que nous ne faisons pas qu'une messe ou un truc comme ça. Il y a des rituels appropriés pour accompagner l'âme, surtout pour des âmes errantes pas kidnappées, des mauvaises âmes pas kidnappées pour faire n'importe quoi, pour l'emmener effectivement ailleurs, quoi, en dehors du système solaire. Merci Elie pour toutes ces informations. Merci Madame Winaldo et Monsieur Tabor. Et puis peut-être à bientôt, on ne sait jamais. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Il est 13h, 12h57, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour développer le journal et avec nos prochains invités. À tout de suite. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie du ZCL. Il y a déjà 3 femmes là. On va les présenter avec Joël Damas. Bonjour. Bonjour. Madame Doussa Kourine, bonjour. Bonjour. On a l'habitude de recevoir. Et une que je découvre aujourd'hui, Yann Marine, bonjour. Bonjour. On va vous donner la parole dans un instant. Et le maire de Capesterre-Belle-Eau, bonjour. Bonjour. Qui devait être avec nous depuis 12h30. Mais comme moi, mais oui, je sais, à Montebello. Alors il faut le savoir, Montebello, tous les jours, c'est de 9h à 15h, c'est bloqué. Pratiquement. Donc, je suis passé vers 10h30, comme je suis passé de justesse, ils sont en train de refaire le rond-point et la station. Donc, ça cause problème. On va revenir tout de suite à l'actualité, puisque la ville de Capesterre-Belle-Eau s'est engagée aux côtés de la mutuelle pour une mutuelle accessible à tous. C'est un reportage de Lucien Libor. On regarde. On se rend bien compte que les soins coûtent de plus en plus cher et que malheureusement, nombreuses sont les familles qui doivent choisir entre se soigner ou ne serait-ce que se nourrir. Et c'est en ce sens que nous sommes fiers d'être la première ville donc, à pouvoir contractualiser pour avoir une mutuelle communale, donc offrir une solution donc, aux familles, surtout ayant donc, une situation modeste, afin qu'il n'ait plus ce choix à faire, puisque se soigner ne doit pas être facultatif et doit surtout être un réflexe dans tous les foyers à Capesterre-Belle-Eau et j'espère demain en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on a 5 villes déjà qui sont en avance de phase sur ces sujets de mutuelle communale.
C'était des avantages, comme je le dis, on a une offre complémentaire par rapport à ce qu'il peut y avoir en Guadeloupe aujourd'hui, c'est que l'offre mutualisée a un vrai avantage de tarif. Le tarif qui permet, en mutualisant, d'avoir un tarif qui est un vrai plus et un vrai gain de pouvoir d'achat pour les administrés. La mutuelle communale, elle crée les conditions donc, pour pouvoir accueillir toutes les personnes sans limite ni d'âge ni de critères pour pouvoir leur offrir donc, une solution et une alternative, je dirais, fiable pour faire en sorte que les soins soient de qualité et surtout qu'on puisse vivre bien et en bonne santé chez soi le plus longtemps possible. On sait exactement tous les jours à combien on est en délai et on était à moins de 3 jours de délai de remboursement. Donc ça aussi c'est important. Les gens cotisent chez nous, mais l'objectif c'est de leur rembourser l'argent quand ils ont des soins effectués le plus rapidement possible. Donc moins de 3 jours c'est important. Et on a également un réseau de tiers payants sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire en Outre-mer et en France hexagonale. Donc aujourd'hui, on est conventionné sur l'ensemble de la France du monde. Et c'est en ce sens que nous avons aussi donc, voulu rapidement proposer ce nouveau dispositif. Des permanences, donc premier, troisième mardi au niveau donc, du CECA, du Centre communal d'action sociale, afin de pouvoir informer, mais surtout offrir à toutes nos familles donc, une solution, parce qu'on ne le redira jamais suffisamment, se soigner ne peut pas et ne devra jamais être un luxe. Alors, c'est j'ai envie de dire, c'est encore une nouveauté, parce qu'il y a 2 ans, vous avez créé la marque Capester. Destination Capester, oui. Oui. Et là, c'est une mutuelle pour accessible à tous. Ça veut dire quoi, accessible à tous? Accessible à tous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde dans le cadre des mutuelles dites classiques, à partir de 80 ans, il faut un certificat médical, il y a un certain nombre donc, de critères pour pouvoir donc, prendre donc, son adhésion. Alors que dans le cadre d'une mutuelle communale, il s'agit là vraiment de créer les conditions pour offrir une solution à toute personne sans regarder ni critères d'âge, ni avoir à vérifier son état de santé. Donc c'est aussi en termes de coût, puisque la cotisation est bien moindre que celle qu'on pourrait trouver donc, chez les autres partenaires. Et l'objectif est bien entendu, surtout avec l'augmentation des frais aujourd'hui pour pouvoir se soigner, que sera aussi changer les lunettes, le dentaire, autres, de pouvoir offrir une solution à toutes les familles modestes. Alors comment le capestérien qui vous écoute et qui a vu ce sujet pourra adhérer à la mutuelle? Donc pour adhérer à la mutuelle, donc se rapprocher du CECA, c'est-à-dire dans un premier temps, et après tous les premiers et troisièmes mardis du mois, il y a donc une permanence donc par un agent donc de mutuelle qui viendra sur place pour pouvoir renseigner et accompagner dans le cadre vraiment donc des inscriptions, mais aussi du suivi des dossiers. Bon, on va revenir un petit peu sur l'actualité de Capester, puisqu'il y a eu un petit problème, on le sait, au niveau de l'alimentation de la cantine pour les jeunes scolaires. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? C'est réglé, mais je remercie donc le recteur d'avoir pu intervenir donc assez rapidement, puisque effectivement, je peux pas dire à quel moment on a perdu donc le dialogue avec le principal du collège, mais il avait fermé pratiquement la cantine. Oui, tout à fait, ce qui nous avait mis devant le fait accompli, à une semaine près, donc à fermeture, alors qu'en réalité, le calendrier des travaux avait déjà été vu avec lui par les services du conseil départemental, et donc j'ai fait revenir donc le service technique sur place pour qu'il puisse acter en ma présence donc l'ensemble des travaux, et je suis arrivé sur un bâtiment qui venait de faire l'objet donc des premières actions. Donc c'est dire que j'ai été moi-même stupéfait de constater que ce qui avait été vu avait déjà été entamé et réalisé en partie, et que le plus long, qui ne peut avoir lieu qu'en l'absence donc des élèves, a bien été programmé et vu avec lui pour juillet-août. Donc, ça veut dire qu'à la rentrée prochaine, le problème est totalement réglé? Je m'y tiens, donc je suis les travaux donc avec l'ensemble du service technique de manière à ce que juillet-août, tout ce qui doit être fait donc le soit. Et en réalité, j'ai envie de dire, le problème électrique qui avait été évoqué n'en était pas un, puisqu'il y avait eu donc une commission de sécurité au mois de décembre qui avait validé. Puis l'entreprise qui est venue installer donc les climatiseurs au mois de mars là a aussi refait un contrôle, donc ça allait. Et donc là maintenant, il s'agit donc plus de pouvoir baliser le circuit donc du propre vers le sale, donc c'est les normes d'hygiène donc réglementaires, et après donc d'agrandir l'espace, parce qu'aujourd'hui l'espace est pensé pour 90 et qu'il reçoit 110 élèves. Alors l'année dernière, même les années avant, pendant la première mandature, il y a eu quelques petits soucis au niveau de la sécurité par rapport aux jeunes à Capester.
comment régler cette problématique? Comment régler cette problématique? C'est déjà éviter qu'ils ne se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai dû intervenir, une parole forte, pour pouvoir rappeler qu'au-delà, effectivement, de ces problématiques qui ne doivent concerner que les adultes, qu'il fallait que nous ayons un regard attentif. De l'autre, qu'on continue à agir dans le cadre du CLSPD, de la politique de la ville, en termes d'animation. Et je salue le travail qui est fait par le centre social Bello, qui est dans le centre-ville et qui, lui, a un regard donc attentif pour pouvoir accueillir, accompagner, mettre en place même le suivi scolaire et en lien avec l'assistante sociale du CECAS et celui donc du collège, afin que les jeunes soient toujours encadrés et qu'ils puissent être accompagnés. De l'autre, on travaille aussi sur le volet donc sécuritaire, puisque nous sommes en train de poursuivre donc l'installation de la vidéoprotection, donc ça pour pouvoir réduire donc les faits de délinquance sur le territoire. Mais il faut surtout que nous soyons là en termes d'anticipation. L'anticipation, c'est mettre en place des activités, de l'animation, de l'accompagnement, redonner confiance. Et c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait un adulte, qu'il y ait un professionnel qui soit auprès donc des jeunes décrocheurs. Et après, on a aussi mis en place ce dispositif où je reçois donc accompagné donc de l'élu en charge de l'éducation, les jeunes décrocheurs, les jeunes qui auraient été donc exclus pour des raisons diverses. Je les reçois avec leurs parents donc en mairie de manière à pouvoir comprendre, échanger et mettre en place l'accompagnement nécessaire, puisqu'on ne le pense pas et on ne le voit pas forcément au regard donc de la situation d'un jeune à l'établissement, mais quelquefois ce sont aussi des problématiques familiales qui là ressurgissent et pour lesquelles il faut aussi que nous puissions avoir une vision globale. Le parc Lacavé va être un petit peu plus apaisé, j'ai envie de dire. Il est apaisé, parce que vous avez vu, il a fait l'objet donc de travaux pour pouvoir le rendre à la famille capessérienne. Il y a aujourd'hui donc un chantier d'insertion, puisque là on a relancé avec une nouvelle vague donc de jeunes qui sont venus renforcer les 15 qui étaient déjà là pour pouvoir continuer à accompagner en formation, mais surtout à se réapproprier le site. Et on continue aussi en termes d'animation, puisque régulièrement le service donc culturel et sportif ainsi que les associations de la ville sont invités donc à créer donc des activités sur le site. Et on voit le jardin partagé qui a été aussi mis en place par les voisins qui habitent autour. Donc ça participe à la cohésion, redonner du sens. Et j'ai envie de dire à chaque fois, là où il y a de la lumière, la délinquance, elle recule. Ouais. Alors, vous avez fait une première mandature, vous attaquez la deuxième. Quel est l'état financier aujourd'hui, budgétaire de la commune? Parce que j'ai eu beaucoup de polémiques là-dessus, beaucoup de mails qui sont arrivés, des communes qui pressent passer en bas de l'eau, etc., etc. Alors, quelle est la situation? Je vais vous dire, beaucoup de gens d'esprit chagrin qui, durant cette période électorale, ont essayé donc, de désinformer. Vous l'avez vu en votre qualité donc, de journaliste expert, le rapport donc, de la Chambre régionale des comptes qui a bien démontré donc, le retour à l'équilibre financier. On a eu le rapport là aussi de la préfecture qui démontrait que les bons processus avaient été installés pour une gestion vertueuse. Et donc là, on poursuit. On va avoir donc, le vote donc, du compte unique donc, au courant de ce mois de juin. Ce sera encore une occasion pour nous de réaffirmer que Capesterre fait aujourd'hui partie donc, des bons élèves. Et maintenant, à nous de pouvoir poursuivre sur cette dynamique afin que nous puissions donc consolider effectivement les comptes, puisque la situation reste toujours fragile sur les premiers temps, mais au moins les méthodes et la base est bien installée pour que nous puissions donc nous rapprocher de ce vert foncé plutôt que de cette zone rouge dans laquelle nous étions. Oui. Alors parlons un petit peu politique, puisque vous savez que c'est le gros débat en ce moment, c'est l'évolution. Monsieur Losbaro est attaqué de partout, par tout le monde, etc. etc. Comment, à votre avis, il peut s'en sortir? J'ai envie de dire, vous savez, c'est comme tout, et même pendant la période électorale qu'on a vu, on entend toujours une minorité, malheureusement, celle qui s'active le plus et qui parle le plus. J'ai envie de m'appuyer aussi sur le sondage qui a été fait donc, en fin d'année dernière, qui disait que 87% des Guadeloupéens étaient pour donc, cette évolution, parce qu'on en est conscient, les politiques mises en place ces 50 dernières années n'ont pas porté de solution, et qu'il faut maintenant avoir aussi le courage d'essayer autre chose, si on veut parler de chômage, si on veut se réapproprier ne serait-ce que l'aménagement du territoire, si on veut pouvoir donner la préférence à l'embauche locale. Le statut actuel ne nous le permet pas. Mais je veux aussi me rappeler d'un congrès où la grande majorité, la large majorité des élus guadeloupéens s'est positionnée pour cette évolution. Et je crois que la représentation démocratique s'est exprimée. Et il est vrai qu'il y a forcément dans ces 20% qui étaient contre, quelques-uns qui s'agitent. La démocratie fait que vous devez leur donner la parole, mais je ne pense pas qu'ils soient à eux seuls représentatifs de notre territoire. À nous de pouvoir continuer à expliquer à la population pourquoi il nous faut aujourd'hui
changer le rapport que nous avons avec le national. On le voit encore avec cette loi qui vient d'être votée sur pouvoir renforcer le pouvoir donc, des préfets. Soit on reste comme ça, mais par contre, faut pas nous mettre nous rappeler, mais il faut nous assumer. Sont de retour. Soit on prend nos responsabilités et on décide de ce qu'on veut pour notre Guadeloupe. Oui. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens sont prêts à faire le pas? Jusqu'à dernière nouvelle, la seule chose qu'ils demandent, c'est qu'on puisse leur expliquer clairement ce qu'on veut faire et surtout leur rappeler qu'en réalité, au-delà des débats et des discussions, d'agitation qu'il y a lieu aujourd'hui, c'est eux qui auront le dernier mot dans le cadre du référendum. Mais pour arriver au référendum, il faut poser le cadre. C'est la loi normative pour que nous puissions domicilier aussi ce pouvoir pour pouvoir mettre en place des lois qui soient adaptées à notre réalité. Parce que ça fait 50 ans, c'est que nous avons dit que je crois voter vite à l'Assemblée nationale qui pas qu'à nous. Oui. Alors, il faut en parler aussi. Il y a la polémique sur votre premier adjoint. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui sur cette polémique? Que c'est encore une fois un fait électoral à la veille donc, de la communauté d'agglomération. Effectivement, il y a eu un moment, une proximité avec ce parti, mais il l'a dit, il s'en est éloigné pour pouvoir faire corps avec la philosophie donc, de l'équipe municipale que nous administrons aujourd'hui. Pour moi, ce n'est plus un sujet. Il s'agit là maintenant de pouvoir nous mettre au travail et de laisser tout ça derrière nous. Alors, Cap-Esther a quand même, on peut dire, un potentiel touristique. Et on a le sentiment quand même qu'il n'est pas encore assez développé. Et c'est là aussi qu'on a beaucoup à jouer. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc la marque Destination Cap-Esther Bello, pour pouvoir faire la promotion donc, du savoir-vivre, du savoir-faire, du génie capestérien. Et que nous avons aussi, donc, et nous allons renouveler donc, d'ici à quelques semaines, je tâcherai donc de faire par une invitation, avec le CTG d'une convention pour pouvoir continuer à donner de la visibilité à nos acteurs économiques, surtout sur le plan touristique. Et nous sommes en train donc, de relancer cette vaste réflexion avec le Parc national pour que la ville de Cap-Esther Bello soit aussi intéressée à l'animation sur l'entrée donc, du cœur de parc, donc c'est-à-dire les chutes du Carbet, pour que nous puissions avoir une vraie stratégie qui permette à Cap-Esther de pouvoir effectivement mettre en place une dynamique économique, créer de l'emploi, créer de la richesse, mais surtout faire en sorte que ces 800 000 touristes qui traversent Cap-Esther ne fassent pas que passer de Sainte-Marie jusqu'à la Plaine, mais qu'ils puissent à un moment ou un autre s'arrêter, consommer et aussi que nous puissions donc leur proposer un vrai parcours de visite sur notre territoire. Donc ça, c'est vraiment les premiers chantiers qui ont été transmis au service. Parce que vous savez que dans la plupart des pays où il y a des chutes, c'est plus gratuit, hein? Je vous dirais pire. À Cap-Esther, les chutes du Carbet, c'est payant, c'est 5 €, mais la ville ne touche pas un centime. Et ça, je trouve ça inadmissible et abominable. C'est pour ça que je vous dis cet argent alors? Le Parc national avec son concessionnaire, et ça fait partie des sujets qui ont posé quelques frictions avec le président de l'époque du Parc national, et pour lequel aujourd'hui, donc, j'ose espérer qu'avec le renouvellement donc, du conseil d'administration, que ce sujet, je pourrais avoir un interlocuteur qui sera beaucoup plus attentif aux intérêts de Cap-Esther Bello. Alors, l'année dernière, à Cap-Esther, il y a eu un festival de jeunes, musique urbaine. C'est à refaire? C'est pérennisé, puisque là, on donne rendez-vous le 4 et 5 juillet prochain. Et je suis encore très fier de dire qu'à l'organisation, autour de la manifestation, au cœur de la manifestation, que des jeunes de Cap-Esther vont participer et donc ils vont pouvoir, à l'instar de ceux qui ont créé l'entreprise déjà il y a 2 ans et qui sont donc des acteurs, et que les autres qui, de façon donc, ponctuelle, continuent à travailler, puisqu'il s'agit, au-delà de cette action, que ce soit culturelle et touristique, de pouvoir domicilier 25 000 personnes chaque jour sur ce week-end. Ouais. C'est près de 500 000 €. C'est près de la plage de Roseau, c'est sur la plage de Roseau, tout à fait. Oui. C'est près de 500 000 € de retombées économiques. Ça, ce sont des chiffres qu'on va présenter donc, au courant du mois de juin, puisqu'on avait demandé à Calistat de pouvoir nous donner les éléments. Et ce sont surtout les emplois qui sont créés autour. Et je vois aujourd'hui qu'on a créé donc, chez certains cet intérêt, puisqu'ils ont fait les formations et monté leur entreprise. Donc voilà un petit peu les premiers résultats de la Carrière Renova Cap-Esther Bello. Alors avant de donner la parole à ces femmes qui vont parler de littérature, de livres, au niveau culturel, Cap-Esther, il y a eu quelques... Bon, ça a bougé un petit peu au cours de la mandature, ça va continuer parce que la culture est fédératrice quand même. Fédératrice, mais surtout c'est Sanouye, c'est Namanou. Ouais. Et c'est pour ça que je tâcherai aussi donc, faire de parvenir donc, ce beau dossier. Puisqu'en septembre, nous allons donc mettre en place les assises de la culture. C'est une volonté forte donc, des acteurs du territoire, qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse ensemble asseoir une stratégie
pour pouvoir redonner de la visibilité à tous nos acteurs, redonner du sens en fait à ce qui se perd aussi un petit peu, parce que nous avons ce patrimoine immatériel tel que Benzo et autres, et qu'il faut maintenant qu'on arrive à faire rentrer dans nos écoles, rentrer dans les maisons. En fait, faire en sorte que la culture à Cap-Esther, mais en Guadeloupe de façon générale, devienne un réflexe pour tous. Parce qu'il y avait un projet de cinéma à Cap-Esther. Oui, qui se poursuit, puisque là nous avons eu donc toutes les autorisations. Maintenant, les dernières qui restent, j'ai envie de vous dire que ce ne sont pas les plus compliquées, c'est les autorisations d'urbanisme. Donc on finalise avec la région qui est propriétaire donc, de l'espace les derniers détails pour que les travaux puissent commencer dernier trimestre de mai 2026. Là. Donc Cap-Esther aura donc 6 salles de 800 places donc sur la ZAC de Fromager. 2027 à peu près. Oui, fin de travaux 2027 et l'inauguration du centre commercial de la ZAC de Fromager, septembre 2026. Là. Oui. Et la Cassabri se porte bien? Très bien, et je salue encore tous nos acteurs. Merci pour eux. Merci pour toutes ces informations et c'était important de faire venir un petit peu quelques semaines après votre réélection. Alors je m'intéresse comme d'habitude à notre ami Joël. Joël, alors, quelle nouvelle avant de donner la parole à tous ces gens? Quelle nouvelle? Alors, je vous ramène de nouveau Corinne Dossa. Oui. Pour rappel, elle était venue, elle avait partagé le plateau avec Zébriste. Oui. Et là, elle nous a sorti, moi j'appelle ça une pépite, Maison Zola. Ça y est. Ouais, ouais. Donc, je vous ramène Corinne afin qu'elle nous parle de ce nouvel opus. Voilà, générique, on démarre. Bon, ben merci Joël et merci Corinne aussi d'être là. Corinne qu'on a l'habitude de recevoir. Et je lui ai découvert tout à l'heure Madame Marraine, on va en parler. Alors je te donne la parole comme d'habitude. Alors comme je le disais, donc on avait déjà reçu Corinne. Corinne, c'est vraiment pour moi un de mes piliers par rapport à l'écriture, puisque c'est un petit peu grâce à elle que j'ai dû chercher encore à améliorer le titre de mon livre, puisque au cours d'une... on va dire c'était une réunion en visio pour avoir un peu les informations sur comment publier un livre, tout ce qui existait autour, auto-édition, maison d'édition, etc. Elle avait posé une question phare. Avez-vous déjà cherché si le titre de votre livre existe? Et moi, j'étais là, non, je pense pas. Mon livre va s'appeler Ma vie est un roman. Je vais chercher. Je crois que j'ai trouvé au moins 4 romans qui avaient le même titre. J'ai dit, ça va pas être possible. Ça ne sera pas possible. Et c'est comme ça que j'ai cherché le titre de mon livre et dont j'en suis fière aujourd'hui. Voilà, et donc Corinne elle a écrit Maison Zola. Moi déjà, la première de couverture m'avait vraiment interpellée. Quand je l'ai vue, je me suis dit, ça c'est un livre à lire. Et les premières pages, comme j'ai échangé avec elle tout à l'heure, je ne pouvais pas penser que c'était aussi dur, en fait. Vraiment, on parle vraiment de la séparation de jeunes filles avec leur famille, mais très très tôt, en fait, dans des conditions. Vraiment, pour moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, ça existe. On sait que ça existe parce que on voit des reportages, etc. Mais à lire comme ça et avoir une personne qui est vraiment au cœur, voilà, qui vient du Bénin, qui nous amène vraiment sa touche personnelle dedans, on se dit, ah oui, quand même. Donc, moi, je suis vraiment, vraiment très contente de l'avoir lu en dehors des autres œuvres. Moi, je reprends All We Need Is Love. Pour moi, c'est le livre à lire et à relire. Donc, je vais la laisser se représenter et nous parler un petit peu de l'écriture de ce livre qui, pour moi, peut donner à d'autres personnes l'envie d'écrire clairement leur propre histoire. Merci Joël, merci de me recevoir encore et merci de m'avoir reconnu cette fois-ci. Faut pas dire encore, c'est normal. Non, c'est Corinne Dossa, donc guadeloupéenne depuis 26 ans, donc je crois que j'ai la nationalité là. Ah oui, bon. Totalement là. Oui. Béninoise d'origine et donc là je vis en Guadeloupe et tous les ans je vais au Bénin. Et puis donc moi j'ai écrit ce livre Maison Zola parce que en fait le roman il sert à dénoncer parfois ou à raconter des histoires qui existent, que tout le monde voit, oui. Mais ce sont des sujets auxquels on ne s'intéresse pas, auxquels des sociologues pourraient s'intéresser, oui. Mais personne n'a, enfin désolé pour les sociologues, mais il n'y a pas grand monde qui a envie de lire des études sociologiques, alors qu'un sujet grave, oui. Traité dans un roman, oui, ça passe facilement. Ça passe mieux et pourtant le message reste. Donc dans ce roman, j'avais voulu parler de ce qu'on appelle au Bénin les vies d'Omégon. Les vies d'Omégon, oui, c'est en langue fon, ça veut dire
des personnes qu'on confie à d'autres familles. En Haïti, on les appelle les restes avec. Oui, Si je dis ça, ça va plus parler à la majorité. Donc, ce sont des enfants arrachés à leur famille dans des familles, dans des villages pauvres, dans des familles pauvres, et confiés à d'autres familles en ville avec la promesse d'une éducation, d'une instruction et d'un avenir meilleur. Oui. Et ce sont des enfants qui finalement sont, faut dire le mot, esclavagisés, exploités, maltraités. Et ça continue toujours. Et cette réalité se poursuit. Et moi, c'est un sujet forcément que j'ai en tête parce que voilà, la cause des enfants a toujours été très forte pour moi. J'ai ce sujet en tête depuis plus de 10 ans. Oui. Et là, voilà, il y a une scène quand j'étais au Bénin il y a 4 ans qui a ravivé cette révolte en moi. Et je me suis dit, bon, où tu continues à regarder parce que c'est devenu quelque chose de culturel. Oui. Donc, pas grand monde s'y intéresse, même si aujourd'hui, il y a quelques voix qui commencent à s'élever. Où tu écris et tu vas défendre ce livre partout où il faudra le défendre pour que cette cause-là vraiment soit prise en compte et que ces enfants, enfin, on leur permet d'avoir une enfance et une possibilité d'avenir. Parce que ça existe toujours et il y en a des milliers et des milliers, encore aujourd'hui au moment où on parle. Même en ce moment-là. Mais bien sûr, Oui. bien Mais alors, sûr. il y a rien au niveau social. Alors, c'est vrai que voilà, voilà, tout le monde a entendu parler du Bénin aujourd'hui, puisque le président... Ah, mais c'est the place to be. Voilà, exactement, puisque le président qui vient d'être, qui a fait son deuxième mandat et qui en avril est parti, il a quand même entamé de très grandes réformes économiques depuis 10 ans, quelques réformes sociales aussi. Donc, j'espère que vraiment les réformes sociales vont prendre plus d'élan et avoir plus d'importance. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le Bénin, économiquement, est totalement transformé. Socialement, il y a quelques réformes qui sont en route. Et ce livre-là, c'est aussi pour les encourager à dire ce sujet-là, c'est vraiment un sujet mais basique, important, primordial. Et si on veut libérer les grands, il faut libérer les petits d'abord, quoi. Ça veut dire que cet ouvrage doit être lu au Bénin. Il va être lu au Bénin. Je vais participer au Salon du Livre au Bénin. Je vais participer au Salon du Livre en Côte d'Ivoire. J'ai déjà des rendez-vous au Togo. Je vais faire une tournée dans toute l'Afrique de l'Ouest pour en parler parce que c'est une cause qui n'existe pas qu'au Bénin. Ça existe dans beaucoup. D'ailleurs, lors de la présentation de l'ouvrage il y a 2 semaines, il y avait une Marocaine dans l'assistance qui a dit j'ai lu ton livre, tu as raconté l'histoire de ma mère. Je ne savais même pas que ça existait au Maroc. D'accord. Voilà. Donc sa mère, mon héroïne à 12 ans, qui à 12 ans aussi a été enlevée de sa famille pour être confiée à une autre famille qui, au lieu de lui offrir un plus bel avenir, l'a juste exploitée. Corinne, vous écrivez beaucoup. J'écris beaucoup. Je peux en témoigner. J'écris beaucoup parce que déjà c'est ma passion et que je trouve que l'écriture est vraiment sous-estimée. Quand on dit aux gens, prenez un stylo, un cahier, écrivez vos peines, vos joies, vos mémoires, vos souvenirs, ce que vous voulez transmettre, ça semble trop simple. Si on leur avait dit aller dans le désert américain, rentrer sous une hutte et écrivez et payer 6 000 €, ils l'auraient fait. Mais comme c'est quelque chose de simple et d'accessible, on ne trouve pas ça important. Mais moi, j'ai compris que l'écriture, c'était une thérapie et c'est un moyen extraordinaire de dénoncer et de parler tout simplement. Donc oui, j'écris beaucoup, pas que des livres d'ailleurs, des chroniques, toutes sortes de choses. Maison Zola, il y aura une signature prévue? Alors la prochaine signature, c'est dimanche prochain à la boutique de la presse à Basse-Terre. Le dimanche 30, ce sera à la boutique de la presse à la Marina. Et le 13 juin, je vais prendre le bateau et aller à Marie-Galante, rencontrer les Marie-Galantelles les 12 et 13 juin. Parce qu'il n'y a pas de raison. Bon programme. Joël, quel a été ton sentiment en lisant cet ouvrage? Je me suis sentie touchée et comme elle disait, en parlant des restes avec, ça a été vraiment un moment, un sujet phare. Il y a eu énormément de reportages dessus et c'est vrai qu'on a tendance à penser que ça ne touche qu'un pays, comme tu disais. Quand elle a parlé du Bénin, je me suis rendu compte que ça existait au Bénin. Je me suis dit, mais en fait, ça doit exister vraiment partout. Tu dis qu'au Maroc aussi, ça existe. Il n'y a pas un continent où ça n'existe pas en réalité. Voilà. Et pour moi, en fait, je suis allée au-delà de l'histoire. Je suis allée vraiment sur le fait d'écrire à ce sujet-là pour pouvoir dénoncer. Le fait d'écrire dessus pour pouvoir se libérer. Et pour moi, c'est au-delà d'informer le public sur ce qui existe, c'est aussi pour moi un appel à l'écriture de peut-être certaines femmes qui ont vécu ou qui vivent encore, comme tu dis, ces événements.
pour que ça se sache et pour qu'elle proteste et pour que, voilà, si on n'arrive pas à dire les choses et à dénoncer par la voix, l'écriture, c'est une vraie arme, en fait, pour pouvoir dénoncer. Voilà, tout le monde peut écrire, comme tu disais, c'est vraiment ça. Écrire simplement ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Je suis bien placée pour dire que j'ai commencé par ça. Donc voilà, c'est en ça que ça m'a touchée aussi, au-delà de son histoire, vraiment le côté où on sent que, comme elle a dit, je n'arrête pas de répéter que l'écriture est thérapeutique, mais c'est clairement, c'est vrai. on n'arrête pas de le répéter. Je me souviens de le premier roman quand il est venu ici. Je me souviens encore. Non, c'est vrai qu'elle m'a personnellement marqué parce que c'est vraiment une personne de qualité au point de vue de l'écriture, au point de vue même de la relation humaine. C'est ça. Mais si tu prends l'exemple de All We Need Is Love, elle se permet quand même d'écrire un livre dans lequel il y a quelqu'un qui a écrit une lettre. En fait, on est en plein vraiment dans l'écriture. C'est juste magnifique. Donc, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je le vois, hein, les femmes que j'accompagne dans l'écriture de leurs livres, la plupart, au départ, me disent... J'ai cette histoire que j'aimerais raconter, mais j'étais nulle à l'école, je ne peux pas écrire, c'est pas pour moi, je ne suis pas Victor Hugo. Mais il n'y a pas que Victor Hugo, de toute façon, il a écrit de très belles choses, mais il y a notre réalité aujourd'hui, et donc je les encourage vraiment et à se faire accompagner si nécessaire, ou à écrire pour elles-mêmes. Combien de livres ça fait déjà combien de livres de Corinne ça 7. Fait 7 publiés. 7 publiés. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas encore publiés. Il y en a qui ne sont pas encore publiés. Waouh. Alors, je voulais rajouter, Corinne est de retour sur les réseaux, je tiens à lui dire merci, parce qu'elle est de retour avec brio, elle fait des vidéos, des capsules vidéo, vraiment pour donner l'envie d'écrire. Si on ne sait pas où se lancer, comment se lancer, syndrome de l'imposteur, je ne sais pas écrire, je suis nulle à l'école, je ne vais pas écrire, clairement, les petites capsules vidéo sont vraiment une aide. Donc j'invite vraiment les personnes à la suivre sur Instagram parce que du coup, on la retrouve avec de vrais tips en fait. Bon, alors on est à combien de jours du départ? Je prends l'avion à 18h. À 18h aujourd'hui? Je prends l'avion à 18h. Bon, alors deux petits mots sur le SILEC, tout est prêt? Oui, tout est prêt, tout est prêt. Je suis ravie. Le titre de mon atelier, c'est Écrire pour se retrouver, puisque je vais animer mon atelier toute seule comme une grande. Je suis vraiment contente à la Maison des Associations. Donc je rappelle que le SILEC, c'est le Salon international du livre de la Zone créolophone, qui va se dérouler dans le 13e arrondissement de Paris. Donc, on a Digital Village, il y a plusieurs endroits où ça se passe. Donc, si vous vous connectez sur le site du SILEC, en tapant SILEC, on trouve toutes les informations. Tu restes combien de jours là-bas? Je reste 6 jours, mais le salon, c'est dès jeudi, qui commence avec quand même le jardin. Alors, je vais redire le titre correctement parce que j'ai trouvé ça juste magnifique. Jardin de minuit. Autour de Marie Scondé. Donc, ils invitent les personnes vraiment à partager autour des lectures et de tout ce qu'elle a, de son œuvre en général. Donc, dès le jeudi, ça commence. La soirée d'ouverture, c'est le vendredi. Et ensuite, on a vraiment donc, les ateliers et les tables rondes aussi à laquelle je participe sur l'écriture. Tu l'as jusqu'à mercredi prochain? Pardon? Tu l'as jusqu'à mercredi prochain? Je reviens mardi. Tu reviens mardi? Oui, je reviens mardi. Tu viens nous raconter ou alors mardi depuis Paris. C'est ça, un petit direct. Un petit direct, ça nous fera du bien. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis là. Cool. Et donc, je remercie encore le SILEC de m'avoir choisi, puisque c'est vraiment ça, on était sur candidature. Je te remercie, mais moi je te dis félicitations parce que tu as quand même été sélectionné. Merci. Donc l'atelier, comme je disais, et après, entre le samedi et le dimanche, donc beaucoup de stands avec des ventes de livres. On va retrouver Jolo aussi qui sera là. D'accord. Et n'oublie pas que j'attends ton prochain livre. Bon. Tu attends mon prochain. T'inquiète pas. Là, ça va être. Gavin, it's coming. It's coming. Coming soon, comme on dit en anglais. C'est ça. OK. Bon, on prend la dernière pause et dans un instant, on va recevoir Yann Marraine. On salue déjà. Chanteuse, comédienne, formatrice aussi. On va en parler dans la dernière partie du ZC là tout de suite. Et merci pour une des Voilà, je vous l'ai dit, c'est la dernière partie du ZCL et je vous l'ai dit, on va recevoir Madame Yann Marraine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Elle est chanteuse, comédienne, formatrice aussi, professeure de voix. Alors, c'est quoi un professeur de voix? Un professeur de voix, il enseigne les mécanismes de la voix. Oui. Donc, c'est pas un professeur de théâtre.
c'est vraiment C'est au-delà même du spécialité. C'est une vraie spécialité. Oui. C'est-à-dire qu'on explore le corps, on explore tous les mécanismes de la voix, tout l'écosystème qu'il y a autour de cet outil, puisque la voix, elle a plusieurs composantes. Elle a notre histoire, elle a nos émotions, elle a nos muscles, elle a nos cordes vocales, elle a nos handicaps. Elle porte en elle, elle a de multiples facettes. Quand vous parlez, il y a plusieurs personnes qui s'expriment à travers vous, vous le savez pas. Donc, dans notre voix s'inscrit toute notre histoire. Ah bon, carrément, à ce point-là? Oui. 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 D'accord. Oui. On voulait dire que la voix trahit la personnalité, révèle la personnalité. Révèle, oui, bien sûr. La voix révèle une voix qui n'est pas alignée. On voit que si quelqu'un est très, très, très heureux, s'il est très à l'aise, on regarde, on voit les timidités, on voit les traumas. Et c'est d'ailleurs à travers, on se penche vraiment sur les traumas qui empêchent la voix de fonctionner correctement ou d'être alignée. Quand on n'est pas à l'aise dans sa voix, on n'est pas dans son flow, eh bien, alors certains thérapeutes travaillent justement sur les traumas. On travaille beaucoup sur le cri, mais c'est quand même un outil artistique, rassurez-vous. Oui. Pour moi, c'est d'abord un outil artistique parce que je suis arrivée à l'enseignement de la voix par le théâtre. On dit c'est le premier instrument pour un musicien, la voix. Bien sûr, c'est la voix, elle comporte toute notre histoire. Entre votre premier cri d'enfant, de bébé, et votre dernier râle, il y a toute votre vie à tisser. Et qu'est-ce qui nous révèle au monde, à part notre souffle et notre voix? C'est nous. Donc notre voix, c'est nous-mêmes, et c'est entre ce premier cri et ce dernier râle, c'est là que nous intervenons, nous travaillons à chercher, à stabiliser les voix, à remettre... On ne change pas de voix quand même, on ne change pas la voix. Si on en a besoin, peut-être. On n'améliore pas la voix, on ne change pas de voix. Oui. La voix ne peut pas être changée parce que vos cordes vocales, vous naissez avec. Oui. Il y a des gens qui ont des petites cordes vocales, il y en a qui ont des grandes, des longues, des épaisses, il y a des grands, des géants, des petits. Vous ne pouvez pas changer cela. Mais vous pouvez peut-être changer votre rapport à vous-même, à vos muscles, à votre posture, à votre histoire, qui vous permettra de libérer votre voix et de la rendre plus claire, de la rendre plus audible. Ce que nous faisons, moi, quand je dis que je suis professeur de voix, j'interviens plutôt au niveau de l'enseignement artistique, parce qu'un acteur qui n'est pas encore dans sa voix, s'il a une voix de Cléa Moulette qui se casse la figure dans l'escalier, ça le fait pas. Donc, j'interviens plutôt d'un point de vue artistique. Moi, je ne suis pas du tout art thérapeute. Les jeunes acteurs ont besoin de ce travail sur la voix. Oui. C'est important, par exemple, dans le théâtre, que la voix soit audible et bien comprise, surtout. Hein. Comme on dit, c'est le bœuf à bas. Oui. Donc, les projections, la prononciation, il y a la voix d'une manière générale, mais il y a de façon transversale tout ce qui va avec les projections, la prononciation, les accents. Il y a 1000 et 1000 façons d'utiliser sa voix, 1000 et 1000 façons de régler les problématiques de voix. Les gens qui sont timides, par exemple, ou qui ne prennent jamais la parole, qui ont des difficultés pour la prise de parole, ça se répare. Ça s'apprend. Ça se répare. Ça s'apprend, oui. Sans aucun doute, vous avez appris à parler derrière votre micro. Vous ne l'avez pas fait d'un seul coup. C'est clair. Oui. Ce sont des choses qui s'apprennent. Alors, est-ce que le travail sur la voix pour un comédien est très différent du travail sur la voix pour un chanteur? Oui, très différent. On a les mêmes bases. Oui. Mais le chanteur, la seule chose, c'est qu'il utilise plus d'air que l'acteur. Oui. Donc, c'est pas le même travail, on travaille pas de la même manière. Quand je dis très différent, c'est
oui, c'est une différence quand même marquante. On n'utilise pas les mêmes muscles, on n'utilise pas les mêmes appuis, les mêmes soutiens quand on est chanteur que lorsqu'on est un acteur. Alors, j'ai vu que vous avez fait des cours à Charles Dulin, c'est ça? Oui, j'ai fait mes classes de théâtre à Charles Dulin. Oui. Ça remonte à très loin. Est-ce que vous êtes aussi comédienne? Oui. C'est par le théâtre que j'ai... Ah, c'est le théâtre qui vous a conduit? Le théâtre qui m'a conduit vers le travail vocal, oui. Et comédienne et chanteuse aussi? Oui. Alors, c'est quoi votre répertoire? Mon répertoire, ce sont les chants du monde. J'ai fait du chant une spécialité, c'est-à-dire que je porte les témoignages de ceux qui m'ont confié des chants. J'ai fait une collecte de chants dans tous les pays où il y a eu l'esclavage, par exemple, où il y a eu de la déportation. Et donc pendant des années, pendant une trentaine d'années, j'ai fait des collectes de chants, j'ai fait des rencontres, tous les chants, j'ai fait un travail autour de la gestuelle sacrée, autour du chant sacré. Donc j'ai abordé pratiquement... Du gospel? Tous les genres. Oui. J'ai commencé par l'opéra à Francfort, quand j'ai commencé ma carrière à Francfort dans les années 80. Oui. J'ai commencé par l'opéra et quand je voyais toutes ces femmes, j'étais très jeune, avec des voix absolument extraordinaires, je me suis dit oui, c'est ça que je veux faire. Mais il était un peu tard pour rejoindre un conservatoire à presque 30 ans. Donc, je suis restée dans le théâtre, mais ça m'a quand même donné envie de faire un travail autour de la voix. Et c'est à la faveur de rencontres assez extraordinaires avec un grand maître qui s'appelle Grotowski, qui m'a donné, on peut dire, la permission d'être moi-même. Et c'est son travail vocal qui était pour moi remarquable. J'ai fait un temps avec lui à explorer le corps, à plonger dans le corps, à aller faire des explorations un petit peu partout. Et ça, c'est devenu une vraie passion. Et après, j'ai rejoint le Royal Theatre de Londres, où j'ai continué avec eux à faire ce travail d'exploration vocale. Et je suis devenu professeur Royal. Mais il y a énormément, beaucoup d'étapes. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans la musique traditionnelle guadeloupéenne, il y a une utilisation de la voix qui est particulière, qu'on appelle le boulaguel, vous connaissez? Oui, les chants, ce qu'on appelle les chants du souffle. Oui. C'est les chants du souffle, ça s'appelle? On appelle ça traditionnellement les chants du souffle, oui. C'est pratiqué en Afrique, dans beaucoup de pays. Oui. Le boulaguel, c'est une variante du chant, le chant esquimau, par exemple. Les gens utilisent beaucoup le chant du souffle chez les Esquimaux. Il y a des ethnies en Afrique où c'est vraiment en Afrique centrale, où c'est vraiment leur spécialité. D'accord. Et justement, je profitais pour demander à Corinne, qui vit ici depuis 25 ans, elle est béninoise, quand vous êtes en Guadeloupe, les Africains, quand ils viennent en Guadeloupe, le premier ressenti, ça a été quoi en arrivant en Guadeloupe? En arrivant en Guadeloupe, en fait, je crois que mon ressenti, c'est ma mère qui l'a mieux exprimé. C'est que je devais faire venir ma mère, ma soeur vit à Genève, et on hésitait entre Genève et la Guadeloupe. Et finalement, j'ai gagné, elle est venue en Guadeloupe, et quand elle est arrivée, elle m'a dit, mais Coco, pourquoi tu m'as fait venir chez nous? J'ai envie d'autre chose. Ah bon? Tu me fais quitter le Bénin pour m'emmener au Bénin. Mais ça n'a pas de sens. Oui. Donc, à ce point-là? Ah oui, à ce point. Moi, vraiment, quand la première fois que je suis arrivée en Guadeloupe, ça a été un coup de cœur monumental pour cette île, mais parce que j'étais totalement, entièrement chez moi. Oui. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas eu de dépaysement. Le seul dépaysement, c'était les plages, parce que là-bas, on a l'océan Atlantique, on a des vagues énormes. Oui. Ici, Sainte-Anne, c'est la piscine. Oui. Donc, c'était, mais vraiment, sinon, je me suis tout de suite sentie à la maison. Et quand les gens me disaient, ah, mais t'es africaine, ah, mais t'es pas guadeloupéenne, je me disais, mais de quoi ils parlent? Puisque moi, je me suis vraiment retrouvée chez moi. Et après, même culturellement, c'était intéressant de découvrir la culture guadeloupéenne qui est différente de la culture. Mais sinon, il y avait énormément de ressemblances. Tout de suite, je me suis sentie dans mon bain. Oui. Madame, alors vous entendez ce qu'elle dit? Oui, je suis d'accord, sauf que l'inverse,
c'est peut-être pas tout à fait la même chose parce que j'ai eu l'occasion de faire tout un parcours en Afrique de l'Ouest pour des recherches sur les mythes et nos propres mythes ici. Et souvent, les gens me disaient, mais c'est notre sœur, c'est notre fille, elle est revenue. Je n'avais pas d'autre solution que de leur dire, oui, je suis désolée, je ne suis pas africaine parce que c'est pas que je ne me reconnaisse pas, parce que les expériences d'histoire et d'origine, je les ai faites là, en Afrique, à travers le chant. Le chant vous permet de faire des découvertes sur votre histoire et la liaison entre ces deux contrées qui sont complètement éloignées, même si je ne me sens pas africaine. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire que de faire ce parcours des terres de l'Afrique de l'Ouest. Parce que là, on fait des expériences de langue à travers la voix. Je suis désolée, hein, je suis une passionnée. À travers la voix et le chant, c'est là que j'ai fait les expériences d'histoire les plus extraordinaires. Je comprends vraiment ce que vous dites, parce que moi, c'est parce que en quittant le Bénin, j'ai fait la France avant de venir ici, que ici ça me semble être en fait l'union de l'Europe et de l'Afrique. Donc effectivement, dans le sens inverse, je comprends qu'il y a une différence et que la rencontre ne soit pas aussi rapide. La rencontre, elle se fait ou elle ne se fait pas. Moi, j'étais à la recherche d'autre chose et pour ma réalité, elle était celle-ci, qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Bien sûr, nous avons une histoire qui est magique, qui reste là avec ses drames et avec des choses qui ressurgissent parfois enfouies, parce que les imaginaires, vous pensez bien que il y a certains imaginaires qui ont été évacués et nous ne les utilisons pas. Mais le travail vocal, en effet, permet de faire ça. Quand je suis arrivée à un pays malinké, il y a des mots comme ça qui j'ai été vraiment saisie. Il y a des mots ici quand on vous dit il aide qu'on Zougoulou. Vous connaissez cette expression? Il aide qu'on Zougoulou. Par exemple, un kebar bon karata. Et c'est des choses qui me revenaient de mon enfance. Et quand je suis allée écouter certains mythes, l'épopée de Sundiata, par exemple, et j'entendais un griot qui chante en malinké, donc je ne connaissais pas le malinké à l'époque. Et le gars il commence à chanter Abba Kalata. Ça vous a rappelé quelque chose. Et donc après je demande qu'est-ce que c'est. Eh bien, il a pris le bâton de son père. Je dis, mais pourquoi chez nous? À quel moment chez nous bon karata, c'est devenu... c'est assez saisissant. Non, mais c'est assez saisissant. Il aide Konzugulu, par exemple, le symbole de la laideur en Afrique, dans l'épopée de Sundiata, elle s'appelle Sogolon. C'est le début de toute chose. C'est la première femme, c'est la maman de Sundiata Keita. Et elle s'appelle Sogolon. À quel moment Sogolon est devenu Zougoulou, puisque c'est le symbole vraiment de la laideur. En Martinique, on l'appelle Zongoyon. Donc, j'ai fait énormément d'expériences comme ça. Ça, c'était bien plus passionnant pour moi que de savoir, je sais évidemment d'où vient ma grand-mère, mais c'était bien plus passionnant de travailler avec les vibrations. Et les paysages ne correspondaient pas forcément, comme tu dis, l'Atlantique, c'est plein de vagues. Nous, on a des petites plages, des petits... et en Afrique de l'Ouest, c'est une partie désertique qui m'a pas toujours plu, parce que arrivé par 40 degrés, qu'est-ce que tu fais? Tu t'habitues. Là-bas, quand on est en Afrique, pour moi, on fait l'expérience de la patience et de l'apprentissage. Alors on rentre dans sa coquille et on écoute. Parce qu'on m'a assez dit pendant mon premier séjour en Afrique, mais oh là là, tais-toi, mais écoute seulement. Parce que moi j'étais allé pour avoir des renseignements, je faisais des études sur l'épopée de Sundiata, et je voulais des renseignements sur les mythes, sur la signification des nombres, et on est très bavard, et jusqu'à parfois agresser les gens. Et toujours, pendant mon premier séjour, ils m'ont dit, mais tais-toi,
regarde seulement. Oui. Tais-toi, écoute seulement. Oui. Et à un moment, c'est à ce moment-là, quand vous apprenez à écouter, quand vous apprenez à regarder, que les choses se révèlent à vous. C'est passionnant, mais c'est par le biais de la voix que j'ai découvert l'Afrique profonde, vraiment. Alors, par les chants. L'avant-dernière question, quand est-ce qu'on vous verra sur scène? Je ne serai pas sur scène, mais j'ai un ouvrage que je viens d'écrire, justement, qui est vraiment le questionnement de toute ma vie de comédien, ma vie d'antillaise. Il va sortir bientôt? Eh ben, le 29 prochain, je vais intervenir dans le cadre de la clôture du mois des mémoires au Lamentin. C'est bien pour ça que je suis venue. Oui, au Lamentin, à la médiathèque du Lamentin, nous allons donc sortir le premier chœur à lire, qui a été créé pendant toutes ces années avec beaucoup de patience. Et ce chœur, un peu théâtralisé, il est dédié exclusivement à la lecture. D'accord. Et donc la première sortie sera avec mon ouvrage qui s'appelle Oui Monsieur, qui est un ouvrage sur la controverse de Valladolid. L'arnaque, je peux dire l'arnaque de Valladolid, parce que très peu d'entre nous font le lien entre la controverse de Valladolid et le commerce triangulaire. Oui. La controverse elle-même ne concernait pas les Africains au départ, puisqu'on était en train de découvrir les terres. Il s'agissait de régler le sort des Amérindiens, très tôt, au XVIe siècle. Et donc, on décide qu'il y aura une controverse sur 2 fois 6 mois, je ne me souviens pas exactement la durée de ces débats, mais des débats qui devaient décider si les Indiens avaient une âme. Est-ce qu'il fallait les convertir, les civiliser, les soumettre? Et qui introduit le débat? C'est la papauté, avec l'envoi d'un légat. Et il arrive et il énonce, c'est une parole très autoritaire, mais il n'y a aucun Indien, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a que ces conquistadors, enfin les représentants des conquistadors, un prêtre franciscain, un dénommé Las Cases, qui défendait les Indiens. Enfin, pour faire très court, ce débat à Valladolid, ce débat de Valladolid a donné lieu à un compromis, mais le compromis le plus honteux qu'on puisse imaginer. C'est à partir de ce compromis qu'on décide de faire le commerce triangulaire. Et assez peu d'entre nous c'est pas qu'ils connaissent cette histoire, font le lien. Et puisqu'on dit, bon, ben, ces pauvres Indiens, il faut les libérer, mais c'est une question de pognon aussi, de pognon aussi. On dit, mais oui, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Ah ben, on n'avait qu'à prendre des Africains. Et c'est à ce moment-là que commence la traite. Commence vraiment la traite, le commerce triangulaire. La controverse de Valladolid. Voilà, la controverse de Valladolid. Donc, ma pièce s'appuie sur cette controverse et elle reprend la thèse la plus terrible, celle de Sepulveda, qui dit « Certains peuples sont naturellement voués à l'obéissance. » Et la chrétienté peut les contraindre, et c'est le sujet de la controverse. Donc je m'appuie sur ce sujet-là. Donc il y a les 3 personnages, le représentant du pape, Juan de Sepulveda, avec ses thèses brutales, le représentant du pape, et je fais venir, dans mon écriture, un ensemble de chœurs. Ce sont des voix contemporaines, donc, qui font venir les Indiens. On les fait revenir. C'est un débat imaginaire. Et ils vont venir, pas porter la contradiction, mais dire ce que les archives oublient souvent. Donc, il y a le chœur des Indiens, il y a un chœur des Africains. Par extension, on était obligé de parler de l'Afrique, même s'ils n'étaient pas concernés par le débat de Valladolid. Mais ils sont les nains de la farce. Donc, on fait venir un chœur pour l'Afrique, un chœur pour les Amériques, un chœur pour les témoins,
parce que nous allons donc ouvrir les archives. On parle de ça, nous ouvrons les archives, donc il y a un chœur de témoins et il y a un chœur des enfants descendants, ceux qui sont censés porter la réparation, l'espoir. Donc moi, je suis une passionnée de la voix, donc c'est un peu pour ça que j'ai travaillé très durement, et le chœur s'est construit tout à fait naturellement, un chœur de 14 lecteurs, et c'est ce que nous allons présenter sur scène. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? C'est une sorte de tribunal des langues, oui. Tribunal de langue. C'est le débat, comment on cadre un débat, comment on parle des absents, comment on trouve des mots permission, comment on justifie ce qui n'est pas justifiable. C'est une pièce qui est tout à fait actuelle. Donc, je vous ai posé un peu comme ça, dans le désordre, les thèmes abordés dans la pièce, mais c'est vraiment un travail vocal que je voudrais avec des équations particulières, et je voulais justement que cette commémoration, moi je ne suis pas très commémoration, je voudrais que ça soit comme un sacre et comme une vraie célébration. Donc, je ne souhaitais pas commémorer... ça fait quelques années que je suis revenu, je ne commémore pas. Et donc, nous allons célébrer à notre manière avec ce chœur, et on va faire un véritable sacre avec cette écriture, avec cette pièce. C'est le 29, le 29 mai, 18h30. À 18h30, oui, venez nombreux. À la médiathèque du Lamentin. Oui, à la médiathèque du Lamentin. D'accord. Corinne, un dernier mot. Le livre est déjà disponible partout. Le livre est disponible, il est dans toutes les librairies. Oui. Et donc, je vais aussi faire un peu la tournée des médiathèques parce que j'ai vraiment envie de débattre autour de ce sujet-là. Donc, voilà, on va se retrouver dans toutes les communes pour échanger autour de ça. Et donc, c'est déjà dans toutes les librairies. D'accord. Voilà. Dernier mot. Le livre n'existe que sous forme de tapuscrit, puisqu'il a été écrit non pas pour ici, mais il a été adapté pour les personnes de l'atelier voix, avec qui je travaille depuis des années. Mais il existe sous forme de tapuscrit et il n'est pas encore édité parce que... Il sera édité quand même? Oui. Mais pour l'instant, nous travaillons avec le tapuscrit. D'accord. Bon, les rendez-vous sont pris. En tout cas, merci d'être venu. Je vous remercie infiniment, c'est moi qui vous remercie. Yann et Corinne, à bientôt. À bientôt. C'est jamais la dernière fois. Jamais, absolument pas. On va se revoir. Voilà. Et voilà, il va être 13h58. C'est la fin du Z. Je rappelle qu'on a reçu le maire de Capesterre-Belle-Eau, M. Jean-Philippe Courtois, qui nous a expliqué un petit peu comment se porte sa commune du point de vue financier. Le rapport de la Chambre régionale des comptes a montré que la situation s'est améliorée. On a reçu aussi Elie Chitadou. Pourquoi? Il est président de l'association guadeloupéenne des Amis de l'Inde, mais parce que les Amis de l'Inde et la communauté indienne a perdu quelqu'un de très important, Fred Négrite, qui est mort il y a 2 jours. C'était le fondateur de l'école où on prenait le CPLG. Au CPLG, on apprenait justement les langues indiennes, l'hindi notamment, le tamoul. Joëmi Tabor et Laura Rinaldo sont venus nous parler d'une manifestation qui aura lieu cette semaine sur la cybersécurité, parce que on ne le dit pas suffisamment aux gens, aux Guadeloupéens. C'est bien d'avoir un portable, mais avec le portable, on peut vous arnaquer facilement. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de conférences, et notamment une conférence qui sera faite cette semaine sur Tocantel, de manière à ce que les Guadeloupéens sachent comment se préserver du hacking. Yann Marraine est encore là, il nous a donné rendez-vous le 29/5 pour Oui Monsieur, sa pièce. Joël Damas est venu avant de partir prendre l'avion parce qu'elle va aussi là, et Corinne est venue nous présenter son dernier ouvrage, Monsieur Zola, et elle a dit qu'elle va faire le tour des médiathèques pour aborder cette question des enfants qui sont, entre guillemets, esclavagisés dans certains pays africains et dans tout le continent, tout le continent toujours. Absolument. Waouh. Ouais, bien. On a noté tout ça. Et puis, on a parlé de la ville de Capesterre-Belle-Eau qui s'est engagée aux côtés de la mutuelle pour permettre aux Capestériens d'avoir une mutuelle accessible à tous. L'exercice militaire de la Caraïbe
se fait cette année au Fort del Grecier à Marie-Galante. Puisqu'on parle de Marie-Galante, il faut dire que c'est demain l'ouverture officielle du festival Terre de Blues qui se fera pendant jusqu'à la Pentecôte, jusqu'au lundi de la Pentecôte. Plein de manifestations, on en a parlé hier. Et on en parlera encore tout à l'heure, puisque vous verrez le spot, la sécurité civile ouvre ses portes aux professionnels urgentistes. Voilà un petit peu ce qu'on peut rappeler aujourd'hui dans le ZCL. On vous remercie d'être avec nous tous les jours, de lundi à 14h. Et si vous n'avez pas déjeuné, comme je dis souvent, encore bon appétit. Merci à Corinne, merci à Yann d'être venu. Et à très bientôt. Ciao, bye bye. J'espère que vous passerez nous voir.